La bourse et les investissements à long terme peuvent paraître un petit peu compliqués lorsque nous n'avons pas les bases et que nous commençons à investir. Je te propose dans cette vidéo qu'on aborde les actifs principaux en détail pour que tu puisses comprendre leur fonctionnement ainsi que leur utilité pour bien commencer à investir. Je vais donc dans cette vidéo t'expliquer les bases sur les actions, les obligations et les ETF pour que tu puisses commencer à investir dès maintenant sans te prendre la tête. En première partie, on va aborder les actions. Une action est une part de propriété d'une société, ce qui fait de toi un copropriétaire lorsque tu détiens une action. Détenir l'action d'une société t'octroie certains droits par rapport à cette entreprise. Elle peut notamment te permettre d'obtenir des dividendes si la société souhaite en déverser pour ses actionnaires. Elle t'offre aussi d'autres droits, notamment le fait de pouvoir voter lors d'une assemblée générale pour prendre des décisions pour l'entreprise. Plus tu as d'actions et donc de parts dans l'entreprise, plus ta voix sera entendue. Lorsque tu souhaiteras acheter une action, tu passeras par le marché boursier. Le marché boursier, c'est finalement un marché secondaire dans lequel des investisseurs s'échangent entre eux des actions par le biais de courtiers. C'est un petit peu comme si tu souhaitais vendre ta paire de chaussures sur le bon coin, c'est exactement la même chose, mais avec des actions. C'est finalement la seconde main pour le marché actions. Il existe aussi un marché primaire sur lequel les entreprises émettent directement des titres, notamment dans le cas de levée de fonds. Il est important que tu comprennes que les actions sont des actifs risqués, leur prix est extrêmement volatile. Si nous prenons par exemple Meta, donc Meta qui représente Facebook, son action en l'espace de 1 an a extrêmement bougé, partant de 325 $ jusqu'à aujourd'hui plus de 600 $. Aujourd'hui, nous sommes exactement à 608 $ pour une action Meta. Pour illustrer au mieux cette volatilité, rien de mieux que de zoomer dans le graphique de l'action Meta pour vous rendre compte que même durant cette année qui a connu de fortes hausses, nous avons quand même d'énormes cas de volatilité, l'action étant montée plus haut ou plus bas, mais ne restant jamais linéaire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'étude de ces deux graphiques? Le plus important à comprendre, c'est que l'investissement court terme sur un actif tel que des actions est beaucoup plus risqué qu'un investissement long terme avec un horizon de temps beaucoup plus élevé qui offre une perspective beaucoup plus stable et haussière. Enfin, pour finir avec les actions, j'aimerais aborder un point qui pourrait t'intéresser si tu souhaites acheter individuellement plusieurs actions. Il existe différents types de détention d'une action. Le premier est la détention dite au porteur lorsque vous achetez directement une action via un broker ou via un courtier. Ça va être l'achat classique que vous allez effectuer lorsque vous allez voir soit votre banque, soit votre courtier en ligne pour acheter une action. L'achat d'une action et la détention d'une action de cette manière-là n'attribuent aucun avantage particulier, mais est extrêmement simple à réaliser. La seconde méthode de détention et d'achat d'une action est celle dite au nominatif. L'achat au nominatif est en fait l'achat d'une action directement auprès de la société. Vous avez la possibilité de détenir une action au nominatif soit en l'achetant directement à la société, soit en passant par votre courtier et en faisant la demande de la transférer en nominatif. Quel est l'intérêt de faire toutes ces manipulations? L'objectif est simple, certaines entreprises attribuent certains avantages aux actionnaires qui détiennent leur action au nominatif. Prenons le cas par exemple d'Air Liquide qui attribue 10% de plus de dividendes après 3 ans de détention et une réduction de 15% sur chaque action achetée. Parlons maintenant du deuxième type d'actif extrêmement intéressant et utile lorsque nous investissons sur le long terme. Il s'agit des obligations. Pour faire simple, une obligation, c'est un petit peu comme un prêt que tu pourrais faire toi, mais émis soit par des entreprises, un État ou des collectivités. Prenons par exemple un État ou une société qui souhaiterait lever des fonds pour mettre en place un projet. Elle va contacter des banques pour effectuer une levée de fonds, mais ces banques vont être limitées et ne pourront potentiellement pas leur prêter assez. Dans ce cas de figure, elle va décider d'émettre des obligations sur le marché. Ces obligations te seront proposées et tu pourras toi-même devenir créancier de l'entreprise. En somme, l'entreprise ou l'État fera un prêt auprès des investisseurs qui leur prêteront l'argent. Dans ce cas de figure, tu deviens la banque et la société ou l'État ayant émis les obligations devient l'emprunteur. En achetant une obligation, tu deviens donc créancier et l'émetteur s'engage à rembourser la somme investie au bout d'une certaine date. En plus de quoi, il te versera à intervalles réguliers un intérêt sur ton investissement initial. La durée de l'obligation est quant à elle définie par la société émettrice et peut varier de 3 jusqu'à 30 ans. Pour bien comprendre, je te mets ce schéma qui illustre parfaitement le fonctionnement de l'obligation. Prenons par exemple un organisme qui souhaite lever 10 millions d'euros pour un projet, elle va donc émettre des obligations à hauteur de 10 millions d'euros, obligations dans lesquelles tu pourras investir. Mettons maintenant que ces obligations aient une durée de 10 ans. Tu vas avoir la possibilité d'investir directement en obligations dans la société. Mettons maintenant que tu places 10 000 euros. À l'issue des 10 années de vie de l'obligation, tu récupéreras tes 10 000 euros investis. En plus de quoi, tu auras perçu chaque année 5% de ton investissement initial défini par l'obligation. Si nous faisons le calcul rapidement, tu as investi 10 000 euros qui t'ont rapporté 5% chaque année, soit 500 euros par an pendant 10 ans. Tu ressors donc de ton placement initial de 10 000 euros avec 15 000 euros. On considère souvent les obligations comme moins risquées que les actions, ce qui est généralement vrai, mais attention, pas toujours. Le risque va principalement dépendre de la fiabilité de l'émetteur, mais aussi de la durée de l'obligation. Il est bien plus risqué d'investir dans des obligations de petites entreprises que de très grosses sociétés. Mais alors comment faire pour repérer les bonnes obligations?
Dans un premier temps, renseigne-toi bien sur l'organisme qui émet l'obligation. Dans un second temps, tu peux te référer à des agences de notation telles que Standard & Poor's, Moody's ou encore Fitch. Ces agences de notation émettent des notes sur les différentes obligations pour connaître leur fiabilité. Je te mets un tableau juste ici qui te présente les différentes notations. Évidemment, plus tu es en haut, AAA, plus l'obligation est fiable. Il faut bien que tu comprennes que lorsque tu investis dans une obligation, hors faillite de l'émetteur, tu ne prends aucun risque et c'est un capital garanti. Tu auras forcément un retour sur ce que tu as investi. Évidemment, contrairement à une action, sa performance est nettement moins supérieure, mais cependant, tu prends beaucoup moins de risques. En résumé, une obligation, c'est un outil d'investissement extrêmement utile, notamment pour diversifier ton portefeuille et stabiliser tes rendements. Cependant, comme tout actif financier, tu dois savoir ce dans quoi tu investis et l'obligation dans laquelle tu te places, sa fiabilité et pourquoi tu le fais. En troisième, nous allons voir les ETF. Un ETF ou Exchange Traded Fund, fonds négocié en bourse en français, est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est un portefeuille collectif alimenté par différents investisseurs et géré par une société tierce qui investit dans différents actifs pour générer du rendement. Mais alors, quelle est la particularité de l'ETF? Sa particularité, comme son nom l'indique, est qu'il s'agit d'un fonds d'investissement coté en bourse. L'avantage d'avoir un fonds coté en bourse est que tu peux l'acheter et le revendre extrêmement facilement sans passer directement par une société tierce. Société qui, en plus de ça, te demandera des frais exorbitants pour la gestion de tes fonds. Il existe de nombreuses variantes des ETF, mais celle qui va nous intéresser tout particulièrement pour notre stratégie, ce sont les ETF de fonds indiciels. Un ETF indiciel a pour particularité de répliquer fidèlement à la hausse comme à la baisse un indice financier comme le S&P 500 ou le MSCI World, et ce de manière automatisée. En d'autres termes, il investira directement dans toutes les sociétés qui composent l'indice répliqué pour obtenir la même performance. Je te mets juste au-dessus un premier exemple d'ETF. Tu as en bleu la courbe du S&P 500, l'indice de référence, et en jaune la courbe d'un ETF le répliquant, l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Tu peux voir qu'au-delà d'essayer de répliquer parfaitement la performance du S&P 500 de base, son ETF le surperforme complètement. On verra un petit peu plus tard pourquoi l'ETF réussit à surperformer l'indice de référence. Aujourd'hui, il existe près de 10 000 ETF différents disponibles sur le marché. Parmi ce large éventail d'ETF, il existe de très nombreux ETF très différents, offrant une grande diversité en termes de stratégie et d'exposition. Tu retrouves parmi ces différents ETF des ETF indiciels, des ETF sur les métaux, des ETF obligataires, des ETF sur les devises ou encore des ETF à thématiques sur différents secteurs d'activité très précis. Aujourd'hui, il existe en plus de ça de nombreux autres ETF sur des thèmes extrêmement précis et très spécifiques. Revenons maintenant au fonctionnement de l'ETF. Les ETF sont presque totalement gérés automatiquement et n'essaient pas de battre le marché. L'avantage de cela est qu'ils nécessitent peu d'analyse et presque pas d'équipe pour leur gestion, réduisant ainsi énormément les frais encourus par les ETF. Un fonds d'investissement dit classique aura des frais de gestion annuels autour des 1 ou 2%, tandis qu'un ETF aura en moyenne des frais tournant autour des 0,3 ou 0,4%. Tu peux retrouver à l'écran deux exemples d'ETF avec des frais extrêmement minces. En général, comme je te l'ai dit, tu les trouveras autour des 0,3%, mais certains ETF parviennent à réduire encore plus la friction fiscale pour obtenir des frais encore bien moindres que 0,3%. Parlons maintenant de la méthode de réplication. Je t'ai dit tout à l'heure qu'un ETF répliquant un indice allait piocher toutes les entreprises qui composent l'indice de base pour le recopier. C'est pas totalement vrai. Il existe en fait trois types de réplication différentes. La première réplication est la réplication physique, la plus fidèle à son indice de référence. Je t'explique comment ça fonctionne. L'idée est de prendre toutes les sociétés qui composent un indice, prenons par exemple le S&P 500, et de reprendre la totalité de ces sociétés dans l'ETF qui le répliquera. En plus de cela, l'ETF pondère à l'identique la répartition de ces différentes entreprises par rapport à l'indice de référence. Mettons que dans le S&P 500, Apple représente 10% de la capitalisation du fonds. Dans l'ETF, Apple aura le même poids que les 10% de l'indice. La pondération est donc identique. La deuxième méthode de réplication est la méthode de réplication physique échantillonnée. Nous sommes presque sur la même méthode de réplication que la première, à la différence que nous allons échantillonner certaines entreprises dans l'indice. À la différence de prendre la totalité des sociétés qui composent l'indice de référence, nous allons les sélectionner pour en enlever quelques-unes. L'idée à travers ce principe est de retirer les entreprises les moins performantes pour deux objectifs. Le premier, logiquement, obtenir une meilleure performance que l'indice de base. Et le second, en enlevant plusieurs entreprises, est de réduire les coûts de gestion de l'ETF. L'idée en enlevant plusieurs entreprises, c'est autant de transactions que l'ETF n'a pas à effectuer et donc autant de frais que l'investisseur n'aura pas à payer. Cette méthode de réplication est notamment très utilisée pour des ETF répliquant des indices extrêmement larges composés d'énormément d'entreprises. Par exemple, le MSCI ACWI IMI qui est composé de plus de 6000, presque 7000 entreprises. Tu te doutes bien qu'un tri peut être effectué au travers de ces 7000 entreprises pour filtrer celles qui performent le moins et réduire au maximum les frais
engendrés par toutes ces sociétés. La dernière méthode de réplication est la méthode de réplication dite synthétique. Celle-ci est un petit peu plus particulière et différente à comprendre, mais néanmoins extrêmement utile, notamment pour nous, investisseurs français. En France, l'enveloppe fiscale la plus intéressante, c'est le PEA. Le PEA nous offre à nous, ressortissants européens, de nombreux avantages fiscaux, mais nous oblige cependant à n'investir que dans des sociétés européennes ou dans des indices européens. Vous comprenez bien que le marché le plus performant est le marché américain et nous prive donc de cette performance. Pour contrecarrer ce problème, les financiers ont une idée de génie: effectuer une réplication synthétique. L'objectif pour un ETF appliquant cette méthode de réplication est d'investir dans des entreprises européennes pour obtenir la même performance qu'un indice américain, pour ensuite effectuer un contrat de swap avec une entreprise américaine détenant un ETF de l'indice souhaité pour échanger les performances. De par ce biais-là, nous obtenons une performance américaine répliquant un indice américain comme le S&P 500, tout en étant sur un PEA en Europe. Cette méthode de réplication est donc idéale pour obtenir des indices américains dans une enveloppe fiscale avantageuse comme le PEA. Abordons maintenant le sujet des dividendes par rapport aux ETF. Nous l'avons déjà évoqué lorsque nous parlions des actions. Lorsque vous détenez une action d'une entreprise, celle-ci peut décider de verser un dividende à ses actionnaires. Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'on investit dans un ETF composé de plusieurs milliers d'entreprises, contenant évidemment dans ce millier d'entreprises des sociétés qui versent des dividendes? Le système reste le même. Les ETF versent des dividendes, mais il existe deux types de versements. Il existe des ETF capitalisants ou des ETF distribuants. Lorsque vous détenez un ETF distribuant, l'ETF va vous verser à une période donnée le dividende sur votre compte cash. Cependant, si vous détenez un ETF capitalisant, le dividende ne sera pas perçu dans un compte cash, mais directement réinvesti dans ce même ETF, créant ainsi un effet boule de neige et faisant jouer les intérêts composés. Pour notre stratégie, nous favorisons évidemment les ETF capitalisants, pour plusieurs raisons. Comme je viens de vous l'expliquer, il réinvestit directement le dividende, vous permettant donc d'effectuer un effet boule de neige bien plus intéressant dans vos investissements. Mais en plus de ça, selon votre enveloppe fiscale, il réduira énormément les frais et la taxe que vous devrez payer. Prenons l'exemple d'un ETF distribuant dans un compte titre. À chaque fois que vous percevrez un dividende, vous devrez payer une taxe sur ce dividende. Ce n'est pas le cas pour un PEA ou pour une assurance vie. Encore une fois, pour illustrer mes propos, je vous mets à l'écran deux ETF de chez Amundi, société émettrice, pour un ETF répliquant l'indice S&P 500. Et la différence entre ces deux indices est que l'un est distribuant et l'autre capitalisant. La société émettrice et de gestion est exactement la même pour ces deux ETF, la stratégie de gestion reste donc identique. Cependant, vous pouvez remarquer que l'ETF avec la courbe bleue, qui est l'ETF capitalisant, arrive à effectuer une performance de près de 12% supplémentaire sur seulement 4 ans. La raison à cela, comme je vous l'ai dit, c'est que cet ETF est capitalisant, les dividendes sont donc réinjectés directement dans l'ETF. Le fait de percevoir des dividendes est donc une stratégie que tu peux adopter, mais c'est vrai que dans notre cas de figure, en visant un horizon plutôt long terme, voire très long terme, nous nous orienterons plutôt vers des ETF capitalisants permettant un rendement nettement plus important sur une durée de temps elle aussi importante. Bien, tu connais maintenant toutes les bases et le fonctionnement primaire des actifs principaux comme les actions, les obligations et les ETF. Tu comprendras donc le fonctionnement des ETF au travers des actions qui les composent pour apprendre à les gérer efficacement et à te composer un portefeuille intelligemment. Évidemment, avant de commencer à investir, je te conseille de regarder les autres vidéos de la chaîne et de continuer de te former de ton côté pour acquérir toutes les bases nécessaires avant de te lancer et de potentiellement prendre des risques inutiles que tu regretteras plus tard. Si tu souhaites en apprendre plus et approfondir l'univers de la gestion de finances personnelles et des investissements long terme, je te conseille de t'abonner à la chaîne et n'hésite pas non plus à m'envoyer un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!